Le village de Songo se trouve au pied d'une falaise rougeoyante dans un superbe cadre naturel, environ une quinzaine de kilomètres au sud-est de Bandiagara. Et si vous avez la chance de vivre la cérémonie de bienvenue ou de l'amitié, laissez-vous faire, c'est plutôt sympa. Rassurez-vous, il n'y a que 2 kilomètres de piste agréable jusqu'au village. Autrement, ce n'est que de la goudronnée. 3 personnes sur 4 sont aujourd'hui musulmanes. Cependant, les rites animistes restent bien ancrés. Ici, on est sur le plateau. Le village est un vrai labyrinthe. Les concessions sont entourées de murs de pierre empilés, assez bas. Un petit truc si vous le pouvez, tournez l'écran LCD de votre caméra en direction des enfants que vous filmez. Cela vous assurera de beaux portraits. La mosquée n'est pas visitable. Mais si vous le désirez, allez voir les techniques de tissage. Ceci est visiblement le grenier d'un chasseur. Et celui-là de plus personne. Et c'est à la sortie du village que les enfants vous feront découvrir leur toboggan naturel. Puis on monte une pente assez douce pour aboutir au signe kabbalistique du crocodile peint sur la roche. Les dabas, c'est pour cultiver le blé avec. Voilà des outils de travail. C'est à cause d'un forgeron qu'on a pu développer à Crégé. Et enfin, c'est au pied de la falaise que nous découvrons le site sacré de la circoncision. Moi, je vous donne des informations. Là, c'est la place de circoncision. Ici. Là, c'est la place de circoncision et le forgeron doit s'asseoir ici. Vous voyez toutes ces traces que vous voyez, c'est des coulements de sang des enfants. Et je vous dis le couteau traditionnel qui est là, qui est peinturé. Et à chaque fois qu'ils font la circoncision, les enfants vont de l'autre maison. Ils s'installent pour les infections là-bas. Il y a à peu près des centaines d'enfants qui sont circoncis dans la même journée. Après la circoncision, les enfants, avant de s'habiller, ils refont. Il y a la famille qui s'occupe de la peinture, qui viennent refaire les peintures avec la même image qui était là. Et ces images, c'est la couleur de la couverture de nos ancêtres que je vous ai expliqué. Et chaque dessin signifie des paroles dans les traditions Dogon. Les peintures utilisées sont le noir avec du charbon, représente ce que l'enfant ne connaît pas encore. Le rouge avec du sang d'animal sacrifié représente la souffrance et la découverte de la vie. Le blanc à base d'os représente la sagesse et la révélation. Lors des cérémonies triennales de circoncision, on utilise des cistres faites de calebasses et de rondelles de bois que l'on secoue. Depuis ce site, le village nous apparaît beaucoup plus grand que l'on pouvait se l'imaginer et l'on aperçoit bien sa mosquée et surtout les habitations à toit plat ainsi que les multitudes de greniers cylindriques ou carrés à toit pointu. Le soleil va bientôt se coucher. De ce fait, l'activité du village s'intensifie.
Un grenier détruit par les pluies. On voit bien ici la différence entre les greniers et les maisons à toit plat qui servent soit à y dormir, soit à y faire sécher des légumes, des graines ou des arachides. Il n'y en a pas. Il faut qu'il pleuve pour... s'il pleut, après on arrive à faire énormément d'arbres. Avant de partir, il nous reste encore à saluer les anciens et jeter un coup d'œil à la Toguna, la maison des palabres. Et vite encore une dernière photo de famille. Comme son nom l'indique, Banyemato est situé à environ 25 km de Bandiagara. On y voit immédiatement sa superbe église en banco dans laquelle se trouverait une Vierge et un Christ noir. Les greniers construits en terre, en pierre ou en bois sont sur pilotis et sont fermés par des portes à serrure. Ils font partie de la gina ou maison de famille. Généralement, la nourriture est chauffée au bois. Ici, et c'est assez rare, la maison du chasseur est ornée d'une multitude de crânes de singes ou de chats sauvages incrustés dans la paroi. Laquelle, la poulaille? Ici. Ça? Oui. Oh, bah, c'est petit. Son armement est assez sommaire. C'est sur cette place que se pratiquent des rituels sacrés. Par sa position intermédiaire entre le bord de la falaise et le plateau, le village est situé dans un superbe décor naturel. Il est constitué de 3 hameaux réunis, celui des animistes Korogo, celui des chrétiens Kir et celui des musulmans Tuguru. Il est habité par 18 grandes familles, ce qui représente environ 450 personnes. Non, il ne peut pas venir ici. On y cultive le sorgho, l'arachide, les fèves, l'oignon, le mil et même un peu de riz dont le surplus est vendu. Et on y élève également du bétail. Puis si vous sortez du village pour vous balader un peu sur la falaise, vous pouvez profiter d'un magnifique panorama. Même au niveau des pieds, c'est intéressant. Après un bon quart d'heure de marche, vous découvrirez le tombeau d'un sage du village. L'endroit est sacré évidemment et on ne peut s'en approcher. Où est-ce qu'on a dormi, nous? 10 mètres plus loin, on peut admirer le plateau assez désertique, avec heureusement un point d'eau au pied de la falaise. Pas beaucoup, hein, beaucoup, un peu. De retour au village, vous aurez peut-être la chance de croiser cet impressionnant troupeau de chèvres.
puis la faune locale. Et enfin, les filles du village. Dernier coup d'œil avant de quitter le village pour rejoindre plus bas son école qui vient récemment d'être terminée, comme les cours aussi d'ailleurs. Nous faisons connaissance avec Garibou, agriculteur du village de Yabatalou, spécialement venu à pied jusqu'ici pour nous rendre visite. Il repart avec nous et le suivons, en arrivant à peine à grimper la falaise sous les 38 degrés tapants. Alors que lui arrivera au sommet même pas essoufflé. À partir de là, chacun reprend sa route. Djikibombo est situé en haut de la falaise, à 18 km de Bandiagara. Comme tous les villages du pays d'Ogon, il est fait de mosaïques de maisons de famille appelées guinas. Une guina est composée d'une concession qui regroupe tous les descendants d'un même ancêtre familial. Sa mosquée en banco est typique de la région. Le bétail semble bien nourri. Et les vieux semblent vieux. Celui-ci se dirige vers la Toguna. C'est une maison sans mur, construite de 8 piliers de pierre ou de bois, recouverte d'un toit constitué de 8 couches de chaume, correspondant aux 8 ancêtres primordiaux qui ont donné naissance au peuple d'Ogon. Son plafond est volontairement bas, de telle manière que si l'un des participants se met en colère et se lève d'un bond, il comprendra vite qu'il a intérêt à s'asseoir et se calmer. La guina est la maison du patriarche ou chef de famille. C'est le lieu des rites et l'abri des fétiches. Ici, on apprend très jeune à cueillir les fruits de l'arbre. Mais il y a encore du travail. Vous pouvez ensuite faire la connaissance de la famille du chasseur qui vous fera une belle démonstration du pilage du mil. Il est âgé. Et si vous êtes du sexe féminin, vous pourrez également vous essayer à cet art. Et on vous en mettra plein la vue. C'est enfin au respectable chasseur de nous faire sa démonstration. Son fusil semble aussi vieux que lui. Et si jamais il vous met son fusil dans la main, ne faites pas celle qui ne sait plus comment s'en débarrasser. Au centre du village, près d'une autre Toguna, car il peut y en avoir une par quartier, vous pourrez admirer ce superbe baobab. Ici, l'avertissement est clair. Il concerne la Toguna, et c'est général pour tout le pays d'Ogon. Les symboles animistes sont très souvent sculptés sur les portes.
ils ont quand même des piments. Ceux-là, ils sont forts. Hein. Les piments sont exposés au soleil pour être séchés. Et les calebasses aussi. Bonjour, ça va? Ouais. Ici, on fait l'huile ou pas? Les arachides sont coupés de leurs tiges pour être séchés plus tard sur le toit d'une maison. Quant aux sacs nylon provenant de l'aide internationale, ils sont tout simplement démontés pour en extraire les fibres que cet homme tresse pour en faire un cordage, CQFD. Cette femme se prépare pour aller chercher quelque chose dans son grenier à une porte. Celui des hommes en comprend deux. Et oui, c'est par là l'entrée et la sortie. Ici, c'est la grande famille pour les chefs de village. Il s'est marié avec deux femmes. La première femme habite là et la deuxième habite ici. Vous remarquerez curieusement que partout où vous irez, vous verrez toujours de la nourriture en préparation ainsi qu'un feu ronronnant sous une marmite. C'est plutôt rassurant. La feuille de baobab, voilà, mélanger. Depuis ce toit, une vue panoramique nous présente la moitié de l'étendue de ce village. Là c'est le cheminée. Ça, c'est le cheminée, voilà. Sur les toits sèchent différents éléments de la nourriture habituelle. Ici, des boules de tiges d'oignons agglomérées. Et là, des arachides. Il fait si chaud que même les chèvres se mettent à l'ombre. Un dernier regard sur cette superbe porte sculptée et sa serrure. Depuis Djigibombo, nous descendons à pied sur les fameuses falaises de Bandiagara qui sont distantes d'une vingtaine de kilomètres. Dans ce désert de roches, on y trouve étonnamment du sorgho, ainsi que des nénuphars et des petits jardins potagers. Rien d'étonnant alors que d'y voir des chevaux. Les falaises surplombent une plaine sablonneuse ainsi qu'une ligne de dunes de couleur rose à ocre. Elles mesurent 250 km de long sur une hauteur moyenne de 150 mètres. Elles sont inscrites au patrimoine mondial de l'humanité depuis 1989. Elles nous réservent des surprises puisqu'on y découvre des grenouilles et surtout de l'eau venue de nulle part. Elle crée de petits étangs propices aux larves de moustiques. Mais elle est avant tout source de vie puisqu'elle alimente la population, les animaux et la végétation de la plaine. Bien protégé des invasions guerrières du XIVe siècle, le peuple Telem habitait déjà cet empire de roches avant que les Dogons ne s'y installent. Les Telem disparurent au cours du XVIe siècle. La marche tranquille jusqu'au village suivant dure en tout environ 2 heures. Mais la traversée de ce canyon en vaut vraiment la peine. On s'accorde à dire aujourd'hui que vivent environ 300 000 personnes, réparties entre le plateau, la falaise et la plaine. L'arrivée dans les premiers champs de mil directement cultivés au pied de la falaise, ainsi que la vue des premiers ruminants, nous indique la fin de notre marche. Kanikombole, situé à 25 km de Bandiagara,
n'est pour nous qu'une petite étape de repos après la marche, mais surtout de ravitaillement en boissons. Son campement est superbement garni de sculptures racontant les mythes fondateurs de la société Dogon. Téli est situé à environ 30 km de Bandiagara, dans la région sud des falaises. L'ancien site est à 400 mètres du village actuel, dans lequel il existe ces greniers mixtes, une porte en haut pour la femme et 2 portes en bas pour l'homme. Environ 1 Dogon sur 3 s'est converti à l'islam et plusieurs villages possèdent des mosquées comme celle-ci. C'est une ancienne architecture de pierre et de terre qui comprend 7 guinas ou maisons, ainsi qu'une grande quantité de greniers carrés ou rectangulaires. Les greniers sont généralement construits sur pilotis. Les très petites structures en ruine qui se trouvent plus haut dans la falaise sont des tombes Tellem, le peuple qui précéda les Dogons et qui vécut entre le XIe et XIVe siècle avant Jésus-Christ. Le village est collé à la falaise. Il est constitué de maisons d'habitation rectangulaires et de plusieurs types de greniers. Les ronds ou angulaires, coiffés de leurs toits de paille, sont familiaux ou communautaires. Quant aux petits ronds sans cône, ce sont des placards personnels. Dans la falaise, les guinas sont pratiquement toutes en ruine, alors que les greniers sont maintenus en état, car pour certains, ils sont encore utilisés pour le stockage de céréales. Dans ce décor fabuleux, on s'imagine facilement il y a 800 ans le peuple Tellem venir s'y réfugier lors d'invasions guerrières. Ils ont même ingénieusement réussi à créer des récupérateurs d'eau. Un passage bien protégé nous permet de passer dans l'autre moitié du village. Où l'on retrouve un autre récupérateur d'eau. Cet endroit est sacré, c'est là que se pratiquaient les sacrifices humains. Aujourd'hui, ce sont des animaux. Il y a aussi une calebasse. On peut aller vraiment mettre au fond. On constate que les piliers de soutènement des toits sont faits de simples troncs d'arbres. Et voici l'intérieur d'un grenier abandonné, avec ses cloisons de séparation. Ces maisons peintes et bien entretenues servent encore aujourd'hui à des cérémonies de rituels animistes. Un dernier coup d'œil sur la plaine nous montre bien le contraste entre deux époques. Au sommet près du ciel, le sanctuaire des morts et en bas celui des vivants.
Dernière vision de cette falaise dans laquelle l'histoire et les hommes s'y sont parfaitement intégrés. Nyongono est situé à 25 km à l'ouest de Bandiagara. Ce village impressionnant est construit sur un éperon rocheux pratiquement imprenable. 10 minutes de marche nous amènent au sommet, depuis lequel nous avons une superbe vue sur la plaine. Première vision, l'incontournable mosquée. Puis sur les très belles serrures d'Ogon. Les murs sont construits avec des moellons de grès grossièrement assemblés et collés au mortier de Banco. Le séchage des arachides s'effectue sur les toits, comme le veut la coutume. L'architecture étonnante est caractérisée par la forme circulaire de ces maisons, qui sont serrées les unes contre les autres et entre lesquelles on y circule par d'étroites ruelles. La population fait partie du groupe très particulier des Dogons du Pignari. Là, d'un village à l'autre, on ne parle pas la même langue. Le guide de Bandiagara doit s'exprimer en fulfulde, la langue des Peuls. Dans le pays Dogon, on parle plus d'une dizaine de langues différentes comme le Donoso, le Toroso, le Tomoso, le Diamse, le Tomoka, etc., etc. Et en plus, à l'intérieur d'une langue, existent encore plusieurs dizaines de parlers locaux. Ici, on fabrique de la farine de mil en la broyant entre deux pierres. Il faut emprunter l'escalier interne, simplement creusé dans un tronc d'arbre, pour rejoindre l'étage supérieur, en l'occurrence le toit. Même à cette hauteur, vous y trouverez des curieux, comme vous. Ça va. Feuillages, graines fraîches et oignons sèchent sur les toits. Quant au bétail, on en trouve étonnamment partout dans ce village. Cependant, par sa position sur ce pic rocheux, pratiquement tout le cheptel est attaché ou enfermé. En bas, la plaine et les cultures. En haut, les habitants et le bétail. Tout cela nous montre à quel point il y a ici prouesse technique et esthétique. Ce village se trouve à 35 km de Bandiagara. Depuis la piste, il faut marcher environ une demi-heure avant d'atteindre la porte du mur d'enceinte censé protéger contre les mauvais esprits. Toutes les constructions sont faites de pierres entassées et jointes au mortier de Banco. Après une petite traversée, on passe à côté de la première Toguna. Dans ce village, les enfants sont très présents. On y admire aussi les incontournables serrures de porte. Mais la seule raison qui justifie la visite de cet endroit, c'est cette magnifique mosquée. C'est l'une des plus impressionnantes architectures moyenâgeuses du Pignari. Elle date du XIIe siècle. Elle est entièrement fabriquée en banco, argile, paille et beurre de karité. Elle dispose d'une toute petite cour intérieure qui la ceinture.
Ses formes et ses courbes sont fabuleuses. Mais avant d'y entrer, car on peut la visiter, il faut d'abord palabrer avec les anciens. Heureusement, cela se fait à l'ombre, sur une jolie petite place envahie d'enfants. Mais les décisions se prennent à l'intérieur et finalement, l'autorisation est accordée. Dès l'entrée, on est surpris par ces peintures et motifs décoratifs pré-islamiques et islamiques. Les populations locales de toutes les origines viennent souvent la visiter, car on lui attribue des pouvoirs de fécondité et de fertilité. Ces reliefs et ces images symboliques ne peuvent que plaire aux Dogons, puisqu'ils ne connaissent pas l'écriture et que toutes les traditions se transmettent oralement. Il est très rare de trouver dans l'architecture des formes et des lignes aussi harmonieuses. C'est à 140 km de Bandiagara que se trouve la ville de Djenné. Elle s'étend sur une île de 88 hectares qui est la réunification de 4 îlots. Il est donc nécessaire de prendre d'abord le bac pour l'atteindre. La traversée sur le fleuve Bani dure environ 30 minutes. Fondée vers la fin du IXe siècle par les Marcas, Djenné est une ville religieuse dont l'occupation humaine remonte à 250 ans avant Jésus-Christ. Sa célèbre mosquée, faite de 100 colonnes supportant une terrasse plate, est le plus grand édifice au monde en Banco. On ne peut malheureusement pas la visiter, à moins de se convertir à l'islam. Elle fut construite en 1280 et reconstruite en 1907. Les œufs d'autruche, même cassés, rapportés de la Mecque, authentifient l'aspect religieux de l'édifice. Si par chance les portes sont ouvertes, on peut apercevoir partiellement la cour intérieure. Construite à base de paille hachée, d'argile et de beurre de karité du nom de Banco, la moindre pluie adoucit les angles. Son crépissage annuel donne lieu à une fête populaire. Elle est également inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Sur cette grande place a lieu tous les lundis un marché très coloré. Presque toute la ville est construite en Banco. On y sent fortement l'influence architecturale marocaine. Cela dit, le marché local, situé tout près de la mosquée, vaut quand même la peine d'une petite visite. Les plus belles filles de Djenné qui vendent des épices, c'est ça? 40 écoles islamiques introduisent les enfants à la meilleure tradition islamique. Cependant, ils ne parlent pas l'arabe et de ce fait apprennent le Coran par cœur sans savoir ce qu'ils lisent et répètent. On peut entendre les litanies des talibés, les élèves des écoles coraniques, récitant leurs sourates à même la rue, à l'écoute attentive d'un bovidé. Les maisons de Djenné ont une particularité. Les toilettes se trouvent à l'étage. Et l'on peut regretter que le problème des égouts ne soit pas encore résolu. Au début, la ville fut peuplée par les Bozos, puis par les Bambara, ensuite par les Sonrai et enfin par les Peuls. Les invasions successives ont fait comprendre aux constructeurs que pour empêcher un guerrier à cheval d'entrer dans les maisons, il fallait créer de petites portes. Qui donne les bonbons, c'est pas possible. Ils vont casser les dents des enfants maliens.
Essayez une seule fois, comme notre touriste de service, de porter sur la tête les charges que transportent ces femmes quotidiennement, et vous verrez. Plus haut, dans le Champagne, il y a un barrage. En règle générale, les motos sont chinoises et bon marché. Dès que l'on monte sur un toit, on se rend vite compte que la ville est entourée d'eau, ce qui fait le beurre des pêcheurs. Vous visiterez certainement l'inévitable marchand de tissus, mais il en a des beaux. Les prix ne sont pas fixés. Et mine de rien, en caméra cachée, vous filmerez sa propre vie familiale. De très jolis petits quartiers sont à découvrir. Les pointes disposées sur les toits indiquaient à l'époque le nombre d'enfants de la famille habitante. Et au retour, c'est la surprise. Une jolie petite tempête de sable peut vous surprendre sur le bac. Mais cela ne fait qu'ajouter du piment au plaisir du voyage.